Alors, nous parlions de l'enseignement. Une des choses que j'ai beaucoup aimé dans l'enseignement, c'est le travail qu'il faut faire pour communiquer de façon à être compris. Parce que ça dépend, évidemment. On est avec des étudiants de doctorat qui ont déjà autant de formation que nous-mêmes et qui sont aussi spécialisés. Là, il n'y a pas de problème pour rentrer tout de suite dans le vif de la matière, telle qu'elle se fait par les universitaires dans les périodiques, etc. Mais tout le reste de l'enseignement, c'est une question d'aller motiver les personnes pour aller se documenter et aller à la bibliothèque. Et donc, prendre en charge leur propre éducation, finalement. Pour cela, il faut développer des pistes. Et la vulgarisation, c'est une façon d'y arriver. Je pense que j'ai investi beaucoup pour arriver à intéresser mes étudiants en anthropologie à vulgariser leur savoir, mais aussi à communiquer les savoirs anthropologiques. Par exemple, j'ai été souvent invité, avant, ça a changé de direction, à la Société de géographie de Québec. Chaque année, on me faisait parler sur un sujet ou l'autre. Alors, c'est évident que là, il faut expliquer à des personnes qui sont des monsieur, madame, tout le monde, le public en général, souvent d'un certain âge, non pas seulement l'exotisme, mais aussi les pourquoi du travail d'anthropologie concernant cette situation qu'on va expliquer. Si je présente le slaméthane, leur expliquer, il faut toujours faire des parallèles avec la situation locale, la situation exotique, et donc faire un effort de vulgarisation. Et les cours sur WebCT, c'était ça aussi, des cours par Internet, fait un certain effort de vulgarisation. Aussi, dans l'enseignement, peut-être une des choses que j'ai le plus aimé, il y a toute une partie de notre enseignement dont on ne parle pas, qui est l'encadrement des thèses. On peut être soit directeur ou co-directeur, ou la terminologie a changé au long des années, mais on se retrouve en général, on se retrouvait auparavant, maintenant ça a changé, je pense, 2 professeurs avec un étudiant de maîtrise ou de doctorat. Et on discute de son sujet. Et avec Bernard Arcan, j'en ai fait plusieurs. J'ai adoré travailler avec Bernard, non seulement parce que c'est un bon ami et j'aime son esprit caustique, mais en même temps innovatif. Bernard et moi, on a pris beaucoup d'étudiants qui n'étaient pas les meilleurs. Hein, parce que souvent, on a des étudiants, des étudiantes qui ont une formation intellectuelle tellement poussée qu'on les voit presque pas et ils déposent des thèses presque impeccables. On n'a pas besoin de réécrire, on n'a pas besoin de corriger à fond, on n'a pas besoin de discuter à chaque semaine de la direction que la personne va emprunter. Ils sont extrêmement autonomes. Ce n'est pas le cas de la majorité. Et souvent, les étudiants sont mal pris. Parce qu'il y a tout un discours professoral, pour moi, qui est une espèce de logo abstraite qu'on leur lance. Et sans s'assurer qu'ils ont vraiment saisi ou travaillé pour saisir, parce qu'on ne saisit pas toujours, mais avec un peu de travail, on vient qu'à comprendre les enjeux. Et ils sont complètement emmêlés. Alors, Bernard et moi, on rigolait parce qu'on se disait ça. Nous, on se spécialise dans les étudiants mêlés. Et le travail, ça consistait à les démêler. Combien d'étudiants nous avons sauvés de l'échec? Par des questions peut-être plus terre à terre, mais moi, j'avais cette réputation-là, à mon époque, parmi les étudiants gradués, que si tu es mêlé, va voir chez les fous, il va t'aider à te démêler. Puis j'avais même pas mal d'étudiants qui ne venaient pas de nos comités et qui venaient me consulter, puis je passais l'après-midi avec eux pour les démêler. Fait que des questions très terre à terre, mais aussi à ses devoirs, là où il pouvait profiter peut-être d'un certain recul. Et souvent, bon, pas souvent, mais disons, parfois, les professeurs se trompent. Ils disent à un étudiant, ça, c'est pas correct, il ne faut pas que tu fasses ça. L'étudiant a une idée de faire ceci. Mais ce qu'on leur demande est au-dessus de leur capacité et au-dessus souvent du programme auquel ils sont inscrits, c'est-à-dire faire une maîtrise, démontrer au public que tu es capable d'appliquer une méthodologie. Pas faire une innovation scientifique et 2 publications avec ta thèse de maîtrise. C'est pas ça le projet. Donc, avec Bernard, on s'était attelé à
à faire ce genre de travail parce que, évidemment, beaucoup de mes collègues, je pense, comme moi-même d'ailleurs, nous aimons beaucoup les enjeux philosophiques des théories. On aime beaucoup se faire valoir par les philosophes. En France en particulier, mais ça déteint sur nous, en France en particulier, on dirait que l'anthropologie ne cherche que se faire citer par un philosophe. C'est comme s'ils sont dominants en France, les intellectuels philosophes sont dominants de la scène publique. Donc, se faire valoir par rapport aux philosophes, c'est quelque chose de très important. Mais bien souvent, ici, c'est la même chose. Et là, les discours des professeurs sont extrêmement spécialisés, sont à leur niveau, mais ça ne décante pas facilement dans les autres sphères de l'enseignement. Et je pense que les anthropologues, ce pas des philosophes. On peut s'essayer, comme on n'est pas des historiens non plus. On peut faire de l'ethno-histoire, mais on n'est pas méthodologiquement formé à faire de la vraie histoire. Je ne veux pas insulter personne, mais je dis qu'il y a des spécialistes. On peut très bien faire les choses nous-mêmes, mais on doit aussi reconnaître que c'est difficile de faire le passage de l'anthropologie, des classiques d'anthropologie, de tout ce qu'on a à apprendre à lire en anthropologie, à des questions philosophiques. On le fait, mais en même temps, il faut faire très attention pour ne pas en mêler les étudiants. Ceux qui méritent d'avoir une thèse de maîtrise, mais qui ne sont pas les premiers de classe. On n'est pas une université élitiste à Laval, on est une université populaire. Notre but, c'était pas de faire... Je suis allé à Chicago lors d'une sabbatique. Tous les étudiants que Chicago jetait à la poubelle, ça aurait été tous des premiers de classe à Laval. Quand ils sélectionnaient le fond du baril, ça aurait été le top du baril. C'est juste pour dire, il y a un bassin de 350 millions d'habitants, avec une anthropologie vieille comme le monde par rapport à nous, etc. Ici, on s'est beaucoup défini, je pense qu'Yvan Breton pensait beaucoup à ça, de faire une anthropologie plus démocratique, dans le fond. Et moi, je m'étais attelé à cette tâche-là, de démocratiser un certain nombre, je ne suis pas le seul, là, mais je veux dire, c'est une des choses qui me faisait du plaisir, de voir un étudiant complètement confus sortir de 2-3 communautés de thèse et savoir où aller, puis finir, déposer sa thèse. Alors ça, pour l'enseignement, je pense que il y a un pont qui se fait à partir de là avec la recherche et les publications. Un pont qui n'est pas trop difficile à faire parce que j'ai toujours marié un peu mon enseignement et la recherche et les publications. Alors, j'ai une petite liste de publications à commenter brièvement. Je peux faire ça. Comme par exemple, quand je suis revenu de l'Inde, même si je n'ai pas fait un travail professionnel en Inde, c'était un pré-terrain. Quand je suis venu de l'Inde, j'avais quand même gardé une certaine idée. C'est qu'un éléphant, c'est gros. Un humain, c'est petit. Il y a une disproportion. Surtout quand j'ai appris, en tout cas là où j'étais, dans la communauté où j'étais, on donnait un enfant à un éléphant à la naissance. On jumelait enfant et éléphant. L'éléphant vit 100 ans, l'enfant va vivre 70 ans s'il est chanceux, s'il ne se fait pas écraser. C'est des éléphants de temple, ce n'est pas des éléphants ouvriers qui transportent des bio puis qu'on bat à coups de marteau. Non, c'est des éléphants de temple, des éléphants sacrés. Donc, on jumelle l'enfant avec son instrument de travail, sauf qu'avec le temps, l'enfant, il reste petit, un petit humain, et puis l'éléphant, il devient une bête énorme. Puis là, on monte dessus, puis on lui gratte le derrière des oreilles, puis on lui parle, puis on a un petit crochet pour essayer. Ça lui fait pas mal, c'est pour essayer de le... Il y a le domptage, là, mais enfin, à passer le domptage, il y a un processus là, de familiarité de la bête gigantesque avec le petit humain. Ça m'avait fasciné. Moi, j'avais peur des éléphants. Là, on m'a appris à l'apprivoiser graduellement, un petit peu en faisant la toilette. C'est comme laver une auto. Si tu veux conduire une Ferrari à 250 km/h, ça, c'est difficile. Mais la laver, c'est assez facile. Donc, j'étais au stade de lavage d'auto, car wash pour les éléphants, pour essayer de m'apprivoiser aux éléphants. Mais quand je suis arrivé ici à Québec, j'habitais à Charny, pas loin de chez Paul Charret. Et un jour d'été, ils ont fait une parade avec un train en plywood. Puis les gens habillés dans un costume national,
casquettes et salopettes rayées. C'était les retraités du chemin de fer. Moi, je découvrais ça, là. Les retraités du chemin de fer qui, dans cet événement-là, parade de je ne sais pas quoi, se manifestaient en tant que groupe. Nous sommes une collectivité, on est au cœur de Charny. Et là, je me suis mis à aller dans le vieux Charny, à rencontrer des gens, à découvrir qu'ils ont construit leur maison autour d'une gare de triage. Parce que Charny, c'était un endroit où le train qui va dans les maritimes arrêtait pour prendre l'eau, etc., le train vapeur à l'époque. Et donc, il y a des ouvriers du chemin de fer qui habitaient là, soit pour entretenir les locomotives, réparer les voies ferrées, ou encore comme personnel roulant. Tu as les non-roulants puis tu as les roulants, ceux qui montent sur la locomotive et qui partent avec le convoi. Donc, et là, pas longtemps après ces quelques rencontres-là, je me suis rendu compte qu'ils construisaient même leur maison avec des vieux rails de chemin de fer qui se servaient comme support à la maison, que certains avaient chez eux des pots de fleurs sur la corniche du foyer artificiel en forme de train, avec des petites fleurs artificielles plantées dans les wagons, et puis qui avaient leur costume national, puis qu'ils allaient dans le sous-sol de l'église jouer à pétanque. Ils parlaient de leur vie. Et là, j'ai trouvé tout de suite un magnifique sujet, puisque eux aussi travaillent avec le gigantisme, la disproportion. Parce que là, il faut voir le tonnage d'un train, la force épouvantable d'un train. C'est un être sans commune mesure avec l'être humain. C'est mécanique, mais c'est des humains qui sont dessus. Alors, je leur ai demandé s'ils étaient d'accord pour qu'on vienne prendre en note leur mémoire, et surtout sur la période de transition entre le train à vapeur et le train diesel. La diélisation, ou diélisation, je ne me souviens plus comment dire, mais le passage du vapeur au diesel, c'est quelque chose d'incroyable. C'est le changement technologique majeur dans la machine industrielle. C'est l'électronique qui vient suppléer aux insuffisances humaines. Parce que le diesel, c'est un train qui, non seulement il n'y a pas la même force motrice, c'est pas du bois ou du charbon qu'on met pour faire marcher la vapeur, c'est électrique, mais c'est en même temps un système de contrôle électronique par une centralisation. On sait où le train, etc. Donc, c'est le contrôle de la locomotive et du train. Alors ça, c'était la transition. Comment c'est fait? Des gens qui travaillent sur le vapeur, est-ce qu'ils sont passés au diesel? Tout ça pour essayer de comprendre l'enjeu de la disproportion en l'être humain. En Inde, j'ai bien compris que le gros éléphant, on le rapetissait. Il devenait le dieu patron des étudiants. Tu sais, il y a un enfant qui est dans les temples et il y a une tête d'éléphant. Ben, c'est parce qu'il était tellement obéissant à son père. Son père, pour le mettre à l'épreuve, lui a dit « Tu vas te couper la tête. » Il s'est égorgé. Là, il a tellement eu peur, il a pris le sabre de couper la tête de l'éléphant Ganesh, puis il a mis ça corps à son enfant. C'est devenu, à l'université, il y a Ganesh, puis tu vas faire tes petites cérémonies propitiatoires avant de faire aussi des examens auprès de Ganesh. On a humanisé l'éléphant. On l'a réduit de proportion en en faisant un petit étudiant qui a une tête d'éléphant. Mais comment on a fait ça avec le train? On a fait la même chose. On a humanisé la locomotive. Parce que quand tu regardes une locomotive à vapeur, tu vois une grosse barbiche, puis deux spots, là, que c'est des yeux, et puis un regard humain dans la locomotive à vapeur. Ça, c'est un des éléments. Et aussi, il est pornographique. Parce que on avait des étudiantes. Et un certain nombre d'ouvriers disaient « Je ne peux pas t'expliquer ça, tu ne comprendras pas. » Je me souviens que les étudiants arrivaient très frustrés à la maison après le terrain parce que les hommes ne voulaient pas parler de mécanique avec eux autres parce qu'ils disaient que c'était une affaire de gars. Mais en insistant puis en ayant les bonnes méthodes de communication, ils ont obtenu l'information qu'ils voulaient, mais tout le monde voulait leur placer une farce salope. C'est que le dimanche matin, ils allaient à la gare attendre que le train arrive pour passer, pour respirer leur épouse. Avec le piston qui se faisait le va-et-vient. Imaginez, c'est des gens qui ont vécu là, au début du 20e siècle. Là. C'est pour eux autres, c'était une blague très, très cochonne. Mais en même temps, ils ont insisté pour transformer en bête humaine la locomotive à vapeur
en lui dessinant quelque chose qui a l'air d'une moustache ou quoi que ce soit, avoir des proportions. Mais ça, c'est juste un détail. C'est pour montrer comment la disproportion technologique amène un travail symbolique d'acquisition et de mise à niveau entre les humains et leurs outils. J'imagine que dans les laboratoires de microbiologie, où on travaille sur l'infiniment petit, il faut s'approprier l'infiniment petit. Comment ils font ça, je ne sais pas. Hein? Par quel mécanisme symbolique? L'anthropologie a sa place dans toutes sortes d'univers parce que, justement, on est censé être sensible aux réponses symboliques que nous donnons comme humains à des contradictions insolubles. Jamais on sera aussi puissant et gros que le train, on ne deviendra jamais Superman, puis on ne deviendra jamais ce que les bandes dessinées nous disent qu'on pourrait devenir. Mais symboliquement, on peut faire beaucoup de travaux pour en diminuer l'écart. Alors, c'est un sujet, là, j'avais une douzaine d'étudiants et d'étudiantes qui ont travaillé 2 étés et eu des thèses de maîtrise, et un groupe en particulier qui, avec Renaud Santerre, qui s'était spécialisé sur le vieillissement, qui ont pris cause du fait que c'était des personnes du 3e âge à Charny, donc fait des travaux avec Renaud sur, comme exemple de vieillissement. Un autre thème, si on va au Nigeria, il y en a quelques-uns aussi au Nigeria que j'aimerais aborder. Il y en a un ici que j'appelle « Innovation rituelle et cannibalisme rituel dans l'administration publique au Nigeria ». Alors, parler de cannibalisme dans l'administration publique, c'est pour choquer un peu. Parce que l'administration publique, normalement, il y a l'émir en haut de l'État, et ensuite, il y a des districts, il y a des provinces, et puis il y a des communautés locales. Quand on arrive au Nigeria du Nord, dans des communautés locales, on se retrouve plus ou moins dans des communautés ethniques, 2, 3 ethnies qui occupent un territoire de base. Alors, ça prend un représentant administratif local, un administrateur, ce qu'ils appellent un chef. Cet administrateur-là va devenir la courroie de transmission entre le pouvoir et le niveau local. L'administrateur en question est souvent pris parmi les personnes d'une des ethnies du coin, quelqu'un d'assez dynamique pour se faire valoir et vous dire, bon, ben moi, je vais jouer l'intermédiaire entre l'État et la communauté locale. Sauf que là, on a une séparation ethnique. Et on a surtout une hiérarchisation ethnique. Le centre du Nigeria, c'était un bassin d'esclaves. C'est-à-dire que les Marocains descendaient à travers le Sahara, Timbuktu, faire du commerce, aller chercher les richesses africaines, les ramener au Maroc, ramener des Africains au Maroc pour toutes sortes de raisons, entre autres choses comme militaires, dépendants du roi pour contrer les Berbères et les autres populations tumultueuses que le roi essayait de contrôler. Mais ces populations-là étaient capturées par des commerçants d'esclaves musulmans qui descendaient vers le sud où on a des petites populations. Toute la région du plateau, c'est une région de cactus qui entoure les sentiers, de labyrinthes incroyables. Tu prends un sentier, tu arrives dans un cul-de-sac de cactus impénétrable, à cheval. C'était pas avec des chars d'assaut, il était à cheval, à pied ou à cheval, à l'époque, au 19e siècle. Donc, il se protégeait de cette façon-là. Et évidemment, quand il se faisait capturer, il s'est amené en esclavage. Alors, il y avait comme un modus vivendi qui s'est établi dans certaines tribus, avec le pouvoir central, oppressant, esclavagiste. C'est que, bon, ben, chaque année, on va vous donner tant d'esclaves. Alors là, il s'agissait d'en envoler un dans une autre tribu, si possible, ou les criminels, ou ce qui était considéré comme les criminels, ceux qu'on ne voulait pas avoir, ceux dont on ne voulait pas avoir la responsabilité, on les chipait. Alors, ce rapport de domination-là, ils s'en sont rappelés toute leur vie. Ils s'en rappelaient au moment où ils choisissaient le chef administratif. Alors, lui, comme chef administratif pour représenter sa population locale, ce serait donc un subalterne quasiment du niveau d'un esclave. Parce que quelques années auparavant, il aurait été apporté et vendu sur un marché des esclaves. Et l'esclavage musulman, ne pas croire tout ce qu'on a dit, c'est de l'esclavage. Avant tout. Quelle que soit la forme que ça prenne. Alors, les gens du coin ont innové, ont inventé un rituel.
Et c'est assez complexe. Je vais l'expliquer en 5 minutes parce que je pense que ça vaut la peine. C'est un des éléments clés là, du premier article que j'ai publié avec l'aide de Jean-Claude Muller, parce qu'il y a bien des choses dans ça que je ne comprenais pas. Et avec Muller, qui était mon directeur, avec mes données de terrain, on a clairé un peu l'espace. Les Abyssis, avant, quand ils étaient soumis à ces pressions d'esclavage-là, avaient un rituel qui consistait à un rituel d'initiation des jeunes guerriers, qui consistait à aller dans la savane et attraper un Peul nomade. Les Peuls dominent le nord. Il y a les Peuls et les Hausa qui dominent les États islamistes du nord. Puis il y en a une partie de ces Peuls-là qui sont nomades. Et donc, ils vont faire paître leurs troupeaux sur les terres plus au sud lorsque la saison des pluies arrive en retard ou quoi que ce soit. Alors, les jeunes de l'âge de 25-30 ans avaient comme un des rituels d'initiation d'aller là-bas et de capturer un peu, de lui couper la tête et de ramener sa tête. Et là, il y avait un rituel extrêmement complexe pour purifier les chasseurs de têtes, mais aussi cette tête-là a été mise dans la case d'un homme qui s'appelle le Mogadji, l'homme léopard, qui est le chef des rituels soit de tête coupée ou encore lorsqu'un chasseur tue un léopard. Alors moi, je me suis rendu à sa maison, c'est quelque chose. Toute la hutte est couverte de têtes d'animaux. Et d'ailleurs, il m'a parlé avec une sorte de trompette. C'était toute une mystification symbolique, mais il a fait son rôle. Et là, le Mogadji sort la tête. Le Mogadji sort la tête du Peul, qui est devenu un crâne, met de la bière dedans, c'est un musulman, hein, met de la bière dedans et donne à boire la bière dans le crâne du Peul au nouveau chef, qui va devenir l'administrateur. On a fait quoi? On a pris toutes les Peuls, symboliquement, on les a subordonnés à leurs propres représentants. C'est la même chose que le train, là, le travail symbolique pour réduire la disproportion à des proportions exécutables. Fascinant.